Alors que Tel Aviv se prépare à lancer une offensive terrestre à Gaza, l'armée israélienne a intensifié ses frappes contre l'enclave palestinienne. Un troisième convoi d'aide humanitaire a pu entrer dans la bande de Gaza. C'est encore trop peu, mais c'est peut-être le début de ce flux continu promis par Tel Aviv et Washington. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne appellent à une pause humanitaire à Gaza, mais ne demandent pas un cessez-le-feu. Les migrations vers les pays de l'OCDE atteignent des records en 2022. C'est la conclusion d'un nouveau rapport de l'organisation. Alors que Tel Aviv se prépare à lancer une offensive terrestre à Gaza, l'armée israélienne a intensifié dimanche ses frappes contre l'enclave. Selon le ministère de la Santé palestinien, les raids les plus meurtriers ont eu lieu à Deir al-Balah où 80 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri. Pour le ministre israélien de la Défense, cette guerre à Gaza doit être la dernière. האויב צריך לפגוש לפני שהוא פוגש את כוחות השריון והחי"ר, הוא צריך לפגוש את הפצצות שלו. Pendant ce temps, au nord, à la frontière libanaise, les échanges de tirs meurtriers se sont multipliés entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu dimanche soir que le Hezbollah ferait l'erreur de sa vie en entrant en guerre contre Israël. De son côté, l'Iran a averti Washington et Tel Aviv que la situation pourrait devenir incontrôlable si les frappes contre Gaza ne prenaient pas fin. En réponse, les États-Unis ont mis en garde toute organisation au pays qui serait tentée d'élargir le conflit au Proche-Orient, affirmant que l'armée américaine n'hésiterait pas à agir si ses intérêts étaient visés. Face au risque d'un embrasement régional, le président américain Joe Biden a discuté avec les dirigeants du Canada, d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni, ainsi qu'avec le président français Emmanuel Macron, attendu mardi en Israël. Un troisième convoi de camions d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza. Des sources du Croissant Rouge égyptien ont confirmé qu'une vingtaine de camions étaient passés par le poste frontière de Rafah, transportant des médicaments, du matériel médical et du lait maternisé. La cargaison a été inspectée par des fonctionnaires israéliens dans une autre zone frontalière avant d'être autorisée à entrer dans le territoire palestinien. Les deux premiers convois, composés de près de 40 véhicules, sont arrivés à Gaza au cours du week-end. Israël avait donné son feu vert à cette opération humanitaire après la visite du président américain la semaine dernière. Mais selon les experts de l'ONU, 200 camions seraient nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins de la population civile de Gaza. Une centaine entraient chaque jour avant l'éclatement de ce conflit. Et depuis le 9 octobre, l'enclave fait l'objet d'un blocus israélien presque total. Ni carburant ni nourriture n'entrent sur le territoire, faisant craindre à l'ONU une crise humanitaire d'ampleur. La Turquie est le dernier pays en date à envoyer des avions chargés de produits de première nécessité. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne demandent une pause humanitaire pour Gaza, mais n'appellent pas à un cessez-le-feu au Proche-Orient. Les diplomates européens réunis lundi à Luxembourg ont évoqué les derniers développements dans le conflit entre Israël et le Hamas et l'éventualité d'une opération terrestre des forces israéliennes. La rencontre a révélé une nouvelle fois les différentes analyses des États membres à propos de la situation. As a person who would be against a ceasefire. A ceasefire means no one gets killed that day. But we have to think about what the goals are. And for Israel, and I think for the Western world, the goal would be to go after Hamas, the terrorist organization which has been terrorizing Israel for very many years. There is a terrorist organization controlling Gaza, sending rockets every day, perpetrated a barbarous attack on Israel territory. So the question is how such a ceasefire should be established. It needs to be established on both sides. Since it's valid, and I hope that no one is not understanding that Israel has a right for self-defense. La position officielle des ministres fait référence au droit d'Israël à se défendre et au respect du droit international. Mais ne pas demander un cessez-le-feu marque une différence entre le positionnement de l'Union et celui des Nations Unies. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, reconnaît que le choix européen est moins ambitieux, mais une trêve peut être décidée plus rapidement. Pour certains analystes, il n'y a cependant pas de contradiction de la part des 27.
Of course, a call for a ceasefire would essentially be telling the Israelis stop. And there are a number of people, leaders within the EU, that don't agree with that. They would want to see Israel given the chance, given the opportunity to, as they put it, eradicate the extremist elements in Gaza. I don't think that they will. But nevertheless, that's another story. That's a military discussion to be had. Le chef de la diplomatie européenne juge qu'une trêve doit permettre à l'aide humanitaire d'arriver en toute sécurité auprès des personnes qui en ont besoin. L'Ukraine répliquera à la frappe qui a détruit un dépôt postal de la Nova Pochta et fait 6 morts et 17 blessés à Kharkiv, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne. Selon les autorités régionales, les missiles tirés sur le bâtiment seraient des S-300, utilisés massivement par les troupes russes. Рятувальна операція завершилась, необхідна допомога надана усім постраждалим, загалом їх 17. 6 людей вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Ми обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору і на цей удар також. Les rescapés âgés de 19 à 42 ans ont été blessés par des éclats d'obus et le souffle de l'explosion. Certains des hospitalisés sont dans un état critique. Але на зараз, так як вони вкрай важкому стані знаходяться, вони під спостереженням, і ми чекаємо, коли зможемо, якщо потрібно, ще раз їх брати в операційну. В деяких людей були задіти і легені, і кишечник, і шлунок, печінка, селезінка. Volodymyr Zelensky a également précisé que les positions ukrainiennes sur le front est et sud restent protégées, mais la situation reste difficile car les forces russes mènent de nombreuses attaques. Ces dernières semaines, la ville d'Avdiivka a été la cible d'intenses attaques des troupes russes qui cherchent à l'encercler. Russian forces are funneling additional forces to the Avdiivka front, despite ongoing challenges with the frontal mechanized assaults and the failure of a renewed push over the past few days, says the Institute for the Study of War. Russian sources claim that Ukrainian defensive fortifications, including minefields, pose a significant challenge to Russian advances around Avdiivka. Avdiivka, with the pre-war population of around 32,000 people, has been a symbol of Ukrainian resistance since Russia's invasion in 2014. The frontline city, which is widely viewed as a gateway to recapturing the Russian-occupied city of Donetsk, which is about 20 kilometers away, was briefly seized by Russia in 2014, but was later retaken by Ukrainian forces, who in the next years have built solid fortifications here. Ukrainian sources stated that Russian forces continued to transfer personnel to the Avdiivka direction to support offensive efforts despite heavy losses. The UK Defence Ministry says recent Russian assaults in Avdiivka have contributed to a 90% increase in Russian casualties recorded by the Ukrainian Ministry of Defence. It is likely that Russia has suffered up to 190,000 permanent casualties, killed and permanently wounded since the full-scale invasion began, with the total figure, including temporarily wounded, recovered and due to return to the battlefield, of up to 290,000. And this does not include Wagner Group or the prisoner battalion who fought in Bakhmut. Les migrations vers les pays de l'OCDE atteignent des niveaux sans précédent, selon rapport de l'Organisation internationale. Avec plus de 6 millions de personnes qui s'y sont installées en 2022, ces pays établissent un nouveau record. Ainsi, un peu plus d'un tiers des membres a enregistré ces flux migratoires les plus importants en 15 ans. C'est notamment le cas au Canada et au Royaume-Uni. À ces chiffres s'ajoutent les flux de réfugiés en provenance d'Ukraine. En juin 2023, on comptait environ 4,7 millions d'Ukrainiens déplacés dans les pays de l'OCDE. L'Allemagne, la Pologne et les États-Unis en accueillant le plus grand nombre en valeur absolue, tandis que l'Estonie, la République tchèque et la Lituanie sont devant si l'on prend en compte la taille de la population. Les demandes d'asile dans l'OCDE ont également atteint un niveau record en 2022.
Plus de 2 millions y ont été déposés, beaucoup plus qu'en 2015-2016, période qui avait déjà vu 1,7 million de personnes faire la démarche. Cette augmentation est largement due à l'explosion des demandes aux États-Unis, avec 730 000 contre moins de 190 000 en 2021. Dans le même temps, les acquisitions de nationalité dans les pays de l'OCDE ont également atteint un nouveau record en 2022 avec 2,8 millions de personnes. Un enracinement certainement favorisé par un marché du travail plus favorable aux migrants. Leur taux d'emploi s'est amélioré dans tous les pays de l'OCDE, à l'exception de la Pologne. Les femmes tout particulièrement trouvent désormais plus facilement du travail. En Italie, les champs flégréens interrogent les volcanologues. Cette région volcanique dans le golfe de Puzzol, à 2 pas de Naples, connaît des remous. Si le Vésuve de l'autre côté est plus renommé, les champs flégréens, ou Campi Flegrei en italien, sont une source d'inquiétude majeure depuis quelques années. Ces derniers mois, ce supervolcan est beaucoup plus actif que la normale, ce qui provoque des tremblements de terre. Aumenta il flusso di gas, pensiamo qualcosa sotto sta cambiando, no? E quindi potrebbe esserci arrivo di magma, ma purtroppo sono solo delle ipotesi. 360 000 personnes vivent dans cette zone appelée la Caldera, plus de 2 millions alentour. Dans le village de Monte di Procida, les habitants s'interrogent. Un pochino di preoccupazione in più c'è perché dei movimenti della terra così forti non li sentivamo da una quarantina d'anni. Le strade di emergenza lei non le conoscerebbe? No, non ci stanno, non esistono. Speriamo che non succeda niente. Le gouvernement italien est enfin passé à l'action. Des fonds ont été alloués pour tester la résistance des bâtiments et mettre à jour de nouveaux plans d'évacuation. Dans les rues, les volontaires de la protection civile informent les habitants sceptiques.